Salut à tous, c'est tonton Alex, bienvenue dans ce premier épisode de la chaîne dédiée à la programmation informatique et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des tests unitaires. Dans le milieu de l'informatique, on est tous plus ou moins d'accord pour dire que plus de tests seraient nécessaires. En effet, on a tous connu une application qui plante. Gerald Weinberg, auteur du livre La psychologie de la programmation informatique, est même allé jusqu'à dire que si les immeubles étaient construits de la même manière que les applications sont conçues, le premier pivert venu anéantirait notre civilisation. Bon, c'est un peu extrême, mais vous voyez l'idée. Pour prendre un cas réel, si on avait testé un peu plus le programme de navigation de la fusée Ariane 5, elle n'aurait peut-être pas explosé en plein vol. Car si Ariane 5 a explosé, c'est à cause d'un dépassement de capacité sur une des variables utilisées pour calculer la déviation de la trajectoire. Bon, heureusement, il n'y avait personne dans la fusée. 500 millions de dollars foutus en l'air à cause d'une variable codée sur 8 bits. Ah, ça fait mal au cul. Un test unitaire, c'est un programme écrit exclusivement pour s'assurer qu'une fonctionnalité d'un autre programme fait bien ce qu'on lui demande de faire, et ce, quel que soit le cas de figure qui lui est présenté. On peut savoir ce que vous faites? On va donc écrire plusieurs tests unitaires pour une même fonctionnalité, chaque test couvrant un cas de figure bien précis. Un test unitaire doit être court, explicite, facile à comprendre, et son champ d'action doit être le plus restreint possible. Les tests unitaires ont vocation à vivre en parallèle de la conception d'une application. Si bien qu'au fur et à mesure que l'on rajoute des fonctionnalités à notre application, chacune de ces fonctionnalités doit avoir son test unitaire associé. De plus, ces tests doivent être maintenus et évoluer si les fonctions qu'ils testent changent. Enfin, dernier point, les tests unitaires doivent être valides durant toute la durée de vie de l'application. Lorsqu'un programme est terminé, on peut se retrouver avec des centaines de tests unitaires qui doivent tous être valides. Tout simplement parce que ça va vous faciliter la vie ainsi que celle de vos collègues. Votre design sera meilleur et vous passerez beaucoup moins de temps à débugger. Prenons deux programmeurs, Jean-Jacques et Jean-Michel. Tous les deux ont 20 ans d'expérience dans leur domaine et connaissent très bien le langage de programmation qu'ils utilisent. Ils sont tous les deux très confiants de leurs capacités. Tous les deux ont la même deadline à tenir pour réaliser le même programme. Jean-Jacques, lui, il pisse du code. Pendant 2 semaines, il enchaîne module après classe après fonction, etc., etc. À la veille de la deadline, Jean-Jacques a les yeux boursouflés, rouges d'un vif explosif, le teint tout pâle et les cheveux en bataille. Mais le code est terminé. Il lance son programme afin de se préparer à la démo du lendemain et tombe sur un bug. Il branche alors son débogueur et commence à investiguer. Il trouve la cause du problème et se dit « Mais ouais, quel con !» Une correction rapide, un autre test et bim, un autre bug. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour faire court, Jean-Jacques a créé un château de cartes. Dès qu'il touche à une brique de son programme, les composants indépendants ne fonctionnent plus. Maintenant, il est 2h du matin et Jean-Jacques est toujours devant son PC, dans l'obscurité ténébreuse de son bureau, à la lueur d'une veilleuse en train de maugréer des mots comme « c'est pas possible, ça devrait pas arriver »,« pourquoi ça fait ça, ça marchait hier ». Bref, Jean-Jacques est dans la merde. Jean-Michel, de son côté, lui, est plus prudent. Son expérience lui dicte de ne pas faire trop confiance à son ordinateur et décide donc de faire du TDD, du Test Driven Development. Avant chaque fonctionnalité de son programme, il commence par rédiger un test unitaire très simple qui vérifie que la prochaine fonction programmée répondra bien au comportement qu'il espère. Il refuse de passer à la prochaine fonctionnalité avant que la fonctionnalité qu'il est en train de développer ne soit testée pour plusieurs cas de figure. Alors certes, Jean-Michel développe beaucoup moins vite que Jean-Jacques, mais il n'utilise que très rarement, voire jamais, son débuggeur. Le jour de la deadline arrive et Jean-Jacques s'est craqué lamentablement. Son code n'est pas du tout opérationnel. Jean-Michel, de son côté, a découvert un bug de dernière minute. Il a pu le corriger aisément grâce à tous les cas de figure qu'il avait déjà envisagés. Il en avait oublié un. Après sa correction, tous ses précédents tests continuaient de passer et son programme était prêt. Le code de Jean-Michel fut intégré et l'assistance l'applaudit chaudement et il reçut argent, gloire et femme, tandis que Jean-Jacques, de son côté, le dos courbé, l'œil triste et la bave aux lèvres, roulait en boule dans un coin sous une table en position fétale, cherchait à comprendre pourquoi la vie s'acharnait à ce point sur lui. Bon ok, cette histoire est peut-être pas totalement objective, mais je suis quand même là pour vous expliquer pourquoi c'est important les tests unitaires. Devenez un être meilleur, testez. Alors il y a beaucoup de programmeurs, managers, chefs de projet qui ne voient pas forcément l'intérêt de faire des tests unitaires. Voici quelques propositions que l'on peut entendre régulièrement. Ça prend trop de temps de rédiger des tests unitaires. Alors ça doit être ce qu'on entend le plus quand vient la question des tests unitaires. Le développement de tests, ce n'est pas du développement de fonctionnalités. Or, le client, ce pourquoi il paye, ce sont des fonctionnalités, pas des tests. Le rapport du temps passé sur la quantité de travail vendu en pâtit, et on a donc une baisse de productivité. Et il faut bien se rappeler que test unitaire ou non, 20% du temps passé sur un programme concerne les fonctionnalités, les 80% restants étant dédiés aux tests et au débogage. Ça fait réfléchir. On finira donc toujours par avoir une phase de test et de débogage plus ou moins longue à la fin du projet. D'ailleurs, certaines recettes sont parfois tellement longues qu'elles peuvent amener à des retards de livraison et à des pénalités de la part du client.
Si on compare la courbe de la productivité d'un cycle de développement intégrant des tests en parallèle et la courbe de productivité d'un cycle avec des tests réalisés uniquement à la fin du projet, on se rend compte que même si les choses ont l'air d'aller beaucoup plus vite au début du projet sur la courbe de droite, la productivité ralentit proportionnellement à la taille du projet, peut même parfois devenir négative. Les tests unitaires, ça prend trop de temps à s'exécuter. Eh bien, ça ne devrait pas. Un test unitaire est fait pour tester une toute petite portion de programme. On doit être capable de lancer des centaines de tests unitaires en l'espace de quelques secondes. Si certains tests prennent trop de temps, par exemple, on va récupérer des données d'une base de données dans une vraie base de données et non pas dans une base de données en mémoire, alors il convient d'extraire ces tests et de les faire s'exécuter moins souvent, une fois par jour par exemple. C'est pas mon boulot de faire des tests. Alors d'accord, mais dans ce cas-là, c'est quoi ton boulot? C'est vrai, il y a des équipes spécialisées pour faire les tests. Merci mon Dieu. Je crois pas en Dieu. Mais toi, en tant que programmeur, ton job, c'est de fournir un code qui fonctionne. De toute façon, on aura toujours des bugs. C'est bien pour ça qu'il y a des équipes de QA qui existent. Mais en tant que programmeur, on peut pas se permettre de balancer notre code comme ça à la tronche des testeurs et compter sur eux pour nettoyer notre bordel. C'est un manque de politesse et en plus ça peut devenir un frein à ta carrière si jamais on commence à dire son code à lui, de toute façon, il est tout le temps buggé. Je suis payé pour écrire du code, pas des tests. Alors ça, c'est un peu dans la même veine que dans le point précédent. Mais si on suit cette logique, tu n'es pas non plus payé pour passer tes journées dans un débugger. En tant que programmeur, on n'est pas payé pour écrire du code ni pour écrire des tests, mais on est payé pour écrire du code qui fonctionne. Et les tests unitaires, c'est juste un outil qui nous aide à atteindre ce but. Je ne sais pas vraiment ce que doit faire la fonction, donc je ne peux pas créer de test. Alors c'est quelque chose qui peut arriver quand on travaille sur du code historique ou que le fonctionnel est très compliqué. Dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux se renseigner sur qu'est-ce qui est censé faire la fonction auprès des personnes concernées. Le client, un expert du programme, le chef de projet. Si on ne sait même pas ce que doit faire la fonction, comment peut-on la programmer ? Je ne sais pas rédiger des tests unitaires ou comment rédiger des tests unitaires. Alors ça, c'est un vaste sujet qui risque de dépasser légèrement le scope de cette vidéo. Donc j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo où on fera ensemble quelques tests unitaires. Voilà les petits clous, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous rappelle l'adresse de mon blog où je parle de veille techno, de programmation, de best practice, enfin bref, plein de petites choses sympathiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser vos impressions dans les commentaires, ça me fera un grand plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas, c'était pour le fun.